Bonsoir Christian Estrosi. Bonsoir. Merci d'être sur BFM TV. Vous êtes député maire de Nice, ancien ministre de l'Industrie. Et vous vous préparez à écouter la déclaration de candidature demain de Nicolas Sarkozy. Avec les Niçois, vous les invitez. Vous vous attendez sincèrement à des surprises après 5 ans de mandat? Il y a manifestement une attente, une impatience. J'ai toujours fait partie de ceux qui ont considéré qu'il devait rester dans son rôle de chef de l'État le plus tard possible. Il a changé ses plans, apparemment. Et qu'il ne fallait pas trop céder à l'impatience exprimée par beaucoup. Je crois que nous sommes maintenant rentrés dans le bon calendrier. Bon, c'était plutôt fin février, début mars, et peut-être même un peu plus, c'est le 15 février. C'est le 15 février. Depuis la fin du mois de décembre, on ne cesse d'agiter, de faire de la pression, de dire alors quand est-ce qu'il y va. Bon, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez de vraies surprises? Vous attendez un ton nouveau, une autre personne? Qu'est-ce que vous attendez? Non, j'attends simplement que celui qui, pendant 5 ans, a fait face et a permis à la France de faire face à la crise la plus importante que nous n'ayons jamais connue, et qui a exercé le leadership de la France sur le monde entier dans bien des circonstances, puisse à la fois montrer que la France a besoin d'un grand capitaine à la barre pendant les 5 ans qui viennent, parce que je pense que nous sommes dans un monde désormais dangereux, menacé par les guerres, l'intégrisme, les menaces de toutes sortes, qu'en même temps nous démontrions, comme il l'a fait pendant ces 5 ans, notre détermination à redevenir un grand pays de production, et en même temps défendre des valeurs fondamentales qui reposent sur la valeur de l'homme, de la femme, la place de l'enfant dans la société, les valeurs de la famille, la récompense du mérite et de l'effort face à l'assistanat. Voilà autant de lignes de conduite qui me paraissent fondamentales. Les valeurs de la famille et le rejet de l'assistanat, voilà quelques-uns des prochains slogans de la campagne, on a compris. Apparemment, l'équipe autour de lui est quasiment au complet. Et on a parlé de Nathalie Kosciusko-Morizet comme porte-parole. Je voudrais que vous écoutiez avec moi la réaction de Christian Van Est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faudrait un porte-parole populaire. Populaire aux deux sens du terme, c'est-à-dire populaire sur les thèmes et populaire aussi par l'image. Nathalie Kosciusko-Morizet est quelqu'un de très sympathique, de très compétent, mais elle n'est populaire ni sur les thèmes, ni sur sa manière de s'exprimer, ni sur son image, c'est clair. Elle a un petit côté aristo qui est très sympathique, mais franchement, je trouve que ce n'est pas ce qui convient du tout à Nicolas Sarkozy en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que quand on a le sens des responsabilités, qu'on appartient à une famille politique, il y a un temps, moi-même, j'ai exprimé des différences sur un certain nombre de sujets pendant cette période de 5 ans. Vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'il dit? Je dis très clairement qu'aujourd'hui, d'abord, Nathalie Kosciusko-Morizet a montré que c'était au sein du gouvernement une personnalité qui comptait, qui connaissait parfaitement bien ses dossiers, qui ensuite avait une qualité de communication qui était évidente. Donc c'est la bonne porte-parole pour Nicolas Sarkozy, candidat. Mais je crois qu'il y aura d'abord plusieurs porte-paroles. Qui d'autre? D'abord, son équipe de campagne, on en parle. J'écoute la télévision comme vous. Qui d'autre alors? J'écoute les rumeurs de couloir. Je pense qu'il y a un grand nombre de personnalités au sein de notre mouvement, que nous sommes un certain nombre qui iront nous déplacer de partout en métropole et en outre-mer pour porter la voix, le discours, le projet de Nicolas Sarkozy, et que ça n'est pas sur le choix de telle ou telle personne que doivent se juger la manière dont seront conduits les thèmes de campagne de Nicolas Sarkozy. Voilà, alors, les thèmes de campagne, c'est accessoire. Les personnes, c'est accessoire. Les thèmes de campagne, c'est certainement la réindustrialisation de la France. Et aujourd'hui, le président, pas encore candidat, était à Photowatt, en Isère. Et il a annoncé que EDF, autour de Henri Proglio, qui était là, était candidat pour la reprise. Coup médiatique, répond la gauche. Ça fait des années que la filière est en déshérence et au contraire, on l'a laissé mourir et maintenant, on fait un coup à la dernière minute en la faisant adopter, en faisant adopter l'entreprise par EDF. Je trouve qu'il y a une part d'indignité de la part de la gauche. Voilà, maintenant 4 ou 5 ans, et même avant, rappelez-vous, 2004, lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances et qu'il a mené le combat pour lutter contre Bruxelles face à Siemens lorsque l'on voulait démanteler Alstom. Nicolas Sarkozy a toujours été à la pointe de ce combat
pour la défense d'un patriotisme industriel dans notre pays, pour défendre l'industrie française sous toutes ses formes. J'ai été son ministre de l'Industrie pendant près de 2 ans. Il m'a souvent donné des instructions, même pour des entreprises de 150 salariés, comme Molex dans les Pyrénées-Orientales, où il ne fallait rien lâcher, comme Liège en Poitou-Charentes, où nous avons sauvé 450 emplois. Là, franchement, après le Jabi, ça a un petit côté, j'appelle mes meilleurs copains pour s'occuper des entreprises en difficulté. Tant mieux pour l'entreprise, tant mieux. Mais parce que vous ne voulez pas parler des entreprises qui ont été dans la même situation il y a 3 semaines, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 1 an et demi, et qui ont été continuellement sauvés. Et il y a une réalité, c'est qu'on dit qu'on a perdu 550 000 emplois industriels entre 1998 et 2008. Mais pourquoi ne rappelle-t-on pas que depuis 2009, nous avons repris 10 parts de marché dans la production industrielle, que nous avons relocalisé Rossignol, le Coq Sportif, les lunettes Atoll, les chocolateries C'est Moi, les fonderies Loiselet, et je pourrais vous citer une liste qui est énorme, S3 Photonique dans le domaine des semi-conducteurs dans l'Essonne, etc. Et toutes ces réalités qui sont son bilan, où pour la première fois depuis 30 ans, on est reparti sur des bases solides en sauvant des entreprises. Les socialistes sont quand même formidables. Quant à Gandrange, il ne se passe rien ou pas suffisamment. On dit, regardez, que fait le président? Et alors, pourquoi il n'agit pas? Et puis, quant à Le Jabi, où aujourd'hui, à Photowatt, il se passe quelque chose, alors là, c'est parce que c'est électoraliste. Eh bien, je n'accepte pas cette forme d'indignité. C'est d'ailleurs Madame Aubry qui a remercié il y a une semaine de cela chez un de vos confrères, je l'accompagnais sur ce plateau, François Fillon, pour avoir sauvé le Jabi. Et alors, on ne pourrait pas remercier Nicolas Sarkozy d'avoir sauvé Photowatt aujourd'hui? Alors, Gandrange, vous en parlez. Moi, je vais vous parler de Florange, puisque c'est l'actualité d'aujourd'hui. Et on va écouter le leader CFDT de Florange qui dit « Nous allons être les Grecs de la métallurgie. Nous ne serons pas les Grecs de la métallurgie, puisqu'aujourd'hui, ArcelorMittal semble annoncer la fin, enfin, en tout cas, la non-reprise du fonctionnement des usines de Florange. » On va l'écouter. Il n'y a pas eu 1 euro d'investi sur le site de Florange, et tout ça dans l'indifférence la plus totale. Ce qui est quand même rageant, ce qui est quand même, je veux dire, terrible, c'est d'entendre tous ces politiques, quels qu'ils soient, dire qu'ils tiennent à l'industrie, que c'est important, et on est en train de nous tuer de l'indifférence la plus totale. C'est-à-dire que nous sommes, nous, les Grecs de la sidérurgie, on nous tue dans le silence, il faut rien faire, il faut mourir, mais silencieusement. Or, on va entendre parler de Florange. Je peux vous assurer que Florange, ça ne fait que commencer. La lutte se met en marche à partir de cette heure-ci. Je vais vous dire que je suis heureux lorsque j'entends cela. Je souffre au fond de moi-même. Je partage cette douleur. Je l'ai partagée pendant plus d'1 an et demi au ministère de l'Industrie, en allant quelquefois dans des hangars qui étaient vides et en essayant de redonner une espérance, et souvent en réussissant à restructurer par l'implantation de nouvelles entreprises. Lorsque Nicolas Sarkozy présente au Parlement aujourd'hui, en tout cas demande au Premier ministre présenté au Parlement ce texte pour lutter contre les délocalisations. La TVA sociale. Oui, la taxe anti-délocalisation, c'est une taxe anti-délocalisation. Apparemment, les députés UMP ne sont pas très chauds. Écoutez, vous avez entendu Chantal Brunel. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit, Chantal Brunel? Elle a dit, je me suis abstenue de voter ce texte. Pour le moment, la TVA, j'ai vu, mais le social, pas vraiment. Oui, ben moi, je dis la réalité, qu'il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie. Lorsque l'on taxe 1,6% de TVA de plus sur la TVA élevée, c'est-à-dire à plus de 21%, pas celle qui touche aux produits de première nécessité, donc les classes moyennes et les Français les plus modestes ne seront pas concernés. On fait payer pour la première fois notre protection sociale par les Chinois et par les Coréens. C'est quand même plus vertueux, me semble-t-il, de faire ainsi, parce que dans le même temps, comme on baisse de 5,4% le coût des charges sur les entreprises, sur ce que nous produisons en France, forcément, ça va baisser les prix des produits qui sont fabriqués par les usines françaises, et ça va monter les prix d'importation de ceux qui produisent à l'étranger. Apparemment, vos collègues de l'UMP ne sont pas convaincus. Ça nous permettra... Y compris le rapporteur général du budget. Écoutez, moi, je vous le dis, j'en suis convaincu. D'ailleurs, 1,6% sur une baisse de 5,4%. Pardon, faites le calcul. Ça veut dire que ce que vous vendiez 5,4% plus cher, vous allez le vendre 5,4% moins cher en rajoutant 1,6% de TVA. Donc ça sera moins cher à l'arrivée. Par contre, celui qui passe nos frontières
en ayant produit en Chine, en Corée ou aux États-Unis, lui va payer plein pot les 1,6% de plus. C'est-à-dire que le produit étranger sera plus cher, le produit français sera moins cher, et qu'à partir de là, nous défendrons notre compétitivité pour mieux exercer la concurrence et défendre l'ouvrier, le salarié, l'ingénieur, le technicien français. Christian Estrosi, vous avez beaucoup protesté contre l'installation de l'usine Renault à Tanger. Vous avez parlé de dumping social, vous avez dénoncé de façon très vigoureuse. Mais moi, j'y étais à ce voyage au Maroc du président. Et je me souviens très bien que Nicolas Sarkozy, en 2007, en novembre 2007, il avait signé le protocole d'accord définitif pour la construction de l'usine Renault et Nissan à Tanger. Alors, oui, mais moi, je vous dirais une chose. C'est terrible que tout le monde dénonce quelque chose que le président a lui-même fait. Il le savait. Donc, il a changé d'avis et maintenant, sa famille politique dénonce ce qu'il a fait. Oui, mais moi, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que M. Carlos Ghosn a raconté un certain nombre de choses qui ne... et pris un certain nombre d'engagements. Il a trompé Nicolas Sarkozy, Carlos Ghosn ? Oui, j'en suis convaincu. Il l'a trompé. J'en suis convaincu, car en 2008-2009, lorsqu'il s'agissait de ce dossier, il s'agissait non pas d'un dossier de délocalisation, mais un dossier de localisation. Pour partie, cette usine est une usine de localisation, c'est-à-dire destinée au marché du Maghreb et du Moyen-Orient. Mais lorsque ça, Carlos Ghosn... ou pas bien, mais ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est ce qui me choque, moi, c'est qu'on aille faire fabriquer à 250 € le salaire par mois des voitures qui reviendront en France, puisque M. Carlos Ghosn a dit une partie de ce qui sera produit là-bas reviendra en France, en Europe, pour être vendu en France, en Europe. Et ça, c'est de la délocalisation. Donc il avait menti, à Nicolas Sarkozy. Non, mais dites, c'est ça que vous pensez ? Oui, je suis convaincu qu'il a menti à Nicolas Sarkozy, car dans toutes les réunions que j'ai eues et Nicolas Sarkozy l'a cru. Vous savez... J'ai eu en même temps que Nicolas Sarkozy, puisque nous étions en réunion à la demande du président de la République, en décembre 2010, très exactement. Non, en décembre 2009, pardon. Carlos Ghosn dans le bureau de Nicolas Sarkozy, qui nous disait, lorsque je lui faisais remarquer que c'était choquant que sur certaines voitures produites en France, il n'y ait que 35 ou 40% de composants qui soient produits par des PME et des équipementiers français. La main sur le cœur, le président de Renault a dit « Mais vous verrez, dans les 2 ans qui viennent, on va monter à 60 ou 70% de composants faits par des PME et des équipementiers français. » Rien n'a changé depuis. Et depuis, on a continué à faire fabriquer des voitures en Roumanie pour les revendre en France. Vous êtes très crédule, donc qu'est-ce qui se passe je ne suis pas très crédule. Vous, le pouvoir, le gouvernement, le président, écoutez, je ne sais pas. Sur ce sujet, c'est très clair, et je sais que le président de la République partage mon sentiment. Nous devons veiller, et ça devra être une réforme du prochain mandat, à ce que les administrateurs qui représentent le gouvernement au sein des conseils d'administration où l'État est présent dans l'entreprise, d'imposer à ce que nous ayons une stratégie partagée, c'est-à-dire un État stratège dans les entreprises où l'État est